Bonjour. Je vais capter votre attention. Bienvenue à la conférence aujourd'hui, animée donc par Hugues Mahler et moi-même, donc présidente de FESPA France, et Hugues, président de la commission environnement au sein de FESPA France. L'objectif, en fait, c'est de vous présenter le logiciel Ascore, donc la grande fierté de FESPA de cette année, qui est le fruit d'un travail de longue haleine depuis 2 belles années. Et donc, on peut vraiment saluer Hugues et tous les membres de la commission pour son engouement et son acharnement. En tout cas, c'est un beau projet qui a abouti et qu'on est fiers en fait, de mettre à disposition des adhérents de FESPA France. Donc, je vais laisser Hugues en fait, vous présenter cette nouvelle solution. Merci Julia. Alors effectivement, on est une vingtaine d'adhérents FESPA au sein de cette commission à avoir travaillé de concert avec notre éditeur EVA, qu'on salue et qu'on remercie aussi pour son implication tout au long de ces 2 années de travail. Alors, on va parler effectivement d'Ascore, une application de calcul d'impact environnemental dédié au métier de la profession et des professionnels de la communication visuelle. Alors, on va se pencher sur 4 sujets particulièrement. 1, d'abord, pourquoi un score 2, comment est conçu Ascore comment il fonctionne ensuite. Et c'est 2 choses différentes. Comment il est conçu, c'est la méthodologie. Comment il fonctionne, c'est plutôt la pratique. Et ensuite, on verra comment surtout il répond aux enjeux de notre secteur. Alors, pourquoi un score environnemental Le score environnemental, c'est le sujet, je ne vais pas dire c'est le sujet à la mode, mais c'est un sujet de préoccupation dans de nombreuses professions. Il en existe déjà beaucoup que vous connaissez, les éco-scores, les Nutri-scores, voilà, les plus ou moins. Alors le Nutri-score aujourd'hui, il est au centre de l'actualité parce qu'effectivement, il fait l'objet d'une révision qui n'est pas forcément bien perçue par tous les acteurs de la nutrition. Mais en tout cas, ce sont des scores qui alimentent et qui marquent des produits avec un score qui correspond à leur impact sur l'environnement. Et on s'est dit, nous, chez FESPA, pourquoi pas chez nous? Sauf que c'était un peu compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Pas parce que d'abord, c'est un produit complexe. L'enseigne, FESPA représente les métiers de la communication visuelle, les enseignistes, les signaléticiens, les imprimeurs numériques, médiaplicateurs et communication digitale. Donc forcément, mesurer l'impact d'une feuille de papier et d'un imprimé, c'est facile. Mesurer l'impact d'une enseigne qui est composée de 28 matériaux différents, de 18 process différents de fabrication, c'était un peu plus complexe. Il nous fallait trouver un outil qui corresponde à ça particulièrement. Ensuite, pourquoi un score environnemental? Ça, c'est le sujet qui, effectivement, aujourd'hui nourrit toutes les attentions des producteurs, quels qu'ils soient dans la PLV, dans le packaging, dans l'imprimerie et donc maintenant dans la signalétique et l'enseigne. C'est de réduire, de réutiliser et de recycler. Comment est-ce qu'on fait un produit environnemental à note, on va dire, positive? C'est avec ces 3 sujets-là. Donc, il nous fallait un outil qui réponde à ces 3 sujets. Et puis, enfin, c'est surtout un outil qui nous permet d'améliorer, les performances des produits d'un point de vue de la durabilité, d'un point de vue de la consommation énergétique, mais aussi d'un point de vue de la recyclabilité. Donc c'est un outil qui nous permet de nous améliorer. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'était ça qu'on cherchait dans un score environnemental. Et enfin, c'est un outil qui permet aussi de répondre aux exigences environnementales, aux exigences européennes, à la nouvelle directive sur la CSRD. Je vous le rappelle, la CSRD, c'est quoi? C'est une directive conçue par l'Europe qui demande aux entreprises de plus de 20 millions d'euros de bilan ou 200 millions d'euros de CA, je crois, c'est 200 millions, ou de 40 millions d'euros de CA et de plus de 250 employés, de produire, au-delà d'une comptabilité financière, des rapports extra-financiers portant sur la gouvernance, portant sur le social et portant donc effectivement sur l'environnement.
Donc naturellement, ça va pousser maintenant, ça pousse maintenant, même si c'est un petit peu, ça a été un peu revu à la baisse au niveau des exigences environnementales, ça pousse nos clients, ces entreprises-là, à nous demander des comptes sur la façon dont on produit, d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance. On va se concentrer sur le environnemental. Alors comment est conçu Ascore? Ascore, c'est conçu selon les principes de l'ACV, c'est-à-dire que l'on va parler d'analyse du cycle de vie avec Ascore. C'est-à-dire qu'on va analyser un produit de sa naissance jusqu'à sa fin de vie. De sa naissance, c'est-à-dire qu'on va le décomposer. On va se dire, bah voilà, par exemple, une enseigne, c'est composé de quoi? C'est composé d'aluminium, c'est composé de plastique, de différents plastiques, c'est composé d'adhésifs, c'est composé de colle, de double face. Et on va mesurer tout ça d'un point de vue conception. D'où est-ce que ça vient? À qui j'achète ces matériaux-là? Comment ils sont produits? D'où est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce que j'en fais? Je les transforme. Je vais donc intégrer un outil dans cette transformation. Un outil qui peut être de la découpe, qui peut être du fraisage, qui peut être de l'imprimerie, qui peut être effectivement de l'anodisation, des choses comme ça. Et ensuite, je vais aller le distribuer. Je vais l'emmener chez mon client et qui va l'utiliser pendant un certain temps et qui va, une fois à la fin de la vie de ce produit-là, soit le recycler, soit le jeter, soit le réutiliser pour une autre utilisation. Donc, Ascore va nous permettre de mesurer tous ces paramètres du berceau jusqu'à la tombe, on va dire, en espérant même qu'on aille un peu plus loin que la tombe, c'est-à-dire que quand on parle de tombe dans le domaine de l'analyse du cycle de vie, on parle de 3 choses essentiellement. C'est l'enfouissement, c'est l'incinération et c'est le recyclage. Donc là, on est sur ces 3 niveaux-là. Alors effectivement, les produits qui sont utilisés dans notre domaine à nous, chez FESPA, on a 2 types de produits, des produits éphémères et des produits durables. Des produits éphémères, c'est celui que vous voyez au-dessus de votre tête, par exemple. C'est un panneau qui va être utilisé, alors, dans le pire des cas, une fois, et dans le meilleur des cas, qui va peut-être servir en plusieurs années de suite au même endroit et qui va pouvoir être réutilisé. Et puis, c'est des produits permanents comme une enseigne. La durée de vie moyenne d'une enseigne, c'est aux alentours de 6 ans, je crois, 6-7 ans, qui va être allumé pendant un certain nombre d'heures par jour. Et donc, qui va avoir sa propre signature énergétique qui va elle-même être impactante sur son impact environnemental. Donc, on va mesurer cela. Alors, on le mesure avec cette application, là, Ascore, qui elle-même, comment elle est conçue? Elle est conçue selon une méthodologie qui est reconnue par l'ADEME, qui utilise ces données d'ACV. Ces données d'ACV qui viennent d'où? Qui viennent d'une base de données qui s'appelle EcoInvent, qui est la plus grande base mondiale de données privées de matériaux. Donc c'est là où on va trouver quel est l'impact environnemental du polypropylène, c'est là qu'on va trouver quel est l'impact environnemental d'un outil de fraisage, par exemple, d'un plastique, quel qu'il soit, de l'aluminium, etc. Et c'est également une appli qui répond à une certaine méthodologie, un référentiel qui est le Product Environmental Footprint, le PEF, plus facile à dire, c'est vrai, qui lui est une référence reconnue par l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on peut dire que cette méthodologie est une méthodologie qui est quasi scientifique. Je dis bien quasi parce qu'il y a d'autres outils d'ACV que vous connaissez peut-être, qui s'appellent CIMAPRO, qui sont vraiment des outils là où on va vraiment dans un détail beaucoup plus scientifique et beaucoup plus, on va dire, surtout destiné à des ingénieurs. Nous, ce qu'on voulait, c'était un outil qui soit adaptable à pas des non-initiés, mais des débutants de l'environnement, entre guillemets. Nous qui sommes des signaléticiens, des enseignistes, notre métier, c'est de faire des enseignes, c'est pas de passer notre temps à faire des analyses du cycle de vie. Mais ceci dit, cet outil-là nous permet d'aller assez vite sur l'analyse d'un cycle de vie.
Alors, il faut aussi comprendre que Ascor, il utilise des données d'ACV qui sont elles-mêmes encadrées par des normes, une norme très stricte telle que l'ISO 14040 et 14044, qui est une norme donc la contrôlée, naturellement. Je pourrais en dire beaucoup plus là-dessus, mais je pense qu'on va passer directement à l'essentiel, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Donc, comment ça fonctionne? C'est simple. Faire de l'analyse du cycle de vie, c'est d'abord décortiquer. Donc, pour décortiquer une enseigne, on va s'intéresser à comment elle est produite, comment elle est construite, comment elle est fabriquée, comment elle est imprimée, comment elle est découpée. Donc, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à l'analyse de l'aluminium, par exemple, qui compose cette enseigne que vous pouvez voir ici. On va dire, tiens, il est fabriqué à partir d'un aluminium. Est-ce que je sais d'où vient cet aluminium? Oui, il vient de chez mon distributeur qui se situe à 10 km de chez moi. Si j'ai la chance d'avoir un peu plus de détails, je vais pouvoir poser la question à mon fournisseur pour lui demander, mais cet aluminium, d'où est-ce qu'il vient? Ah, il est produit dans une usine en Allemagne, par exemple, à partir de bauxite qui vient de Namibie, par exemple. Et ça, on va aller... alors, on ne va pas, nous, on va dire, enseignistes, signaléticiens, je dirais, s'arrêter à ça parce qu'on a des scénarios qui sont déjà tout prêts, mais on peut aller jusque dans ce détail-là. Ensuite, on va étudier l'utilisation de l'enseigne. Comme je vous l'ai dit, combien de temps va-t-elle durer? On va étudier combien d'heures par jour va-t-elle être allumée. Et puis enfin, on va étudier quelle va être mon hypothèse de sa fin de vie. Comment elle va être traitée au moment de son démontage. Et ça va être assez important. Mais attention, là encore, pas besoin d'être des experts pour utiliser Ascor. On a voulu cette application la plus facile à intégrer. Donc on a déjà intégré un certain nombre d'hypothèses dans l'application. Les hypothèses qui sont liées à des moyennes recensées. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Le taux de recyclage des plastiques en France. On sait que dans cette application-là, pas besoin de me dire oui, mais mon plastique, je ne sais pas trop où est-ce qu'il va aller. On va prendre l'hypothèse la plus simple, c'est-à-dire que le plastique, on sait que le taux de plastique en France, il est recyclé à 26% de manière générale. Dans les hypothèses qui sont établies par EVA, ils vont beaucoup plus loin. Ils savent que le polypropylène, il est recyclé un petit peu plus que, par exemple, le polyéthylène. Je dis des bêtises parce que j'y connais rien là-dedans, mais tout est intégré dans ce domaine-là. Ces hypothèses, ils vont être complétées par des scénarios. Des scénarios, c'est quoi? Un scénario, c'est par exemple, moi, si je suis un imprimeur qui est au fin fond de la Creuse, où je n'ai pas forcément accès à un distributeur à moins de 50 km, ou si je suis dans la banlieue immédiate de Nantes, où là, mon distributeur, il est juste à 500 mètres de mon entreprise, effectivement, il va y avoir un petit décalage en termes d'impact environnemental du transport. Donc, on peut intégrer des scénarios qui sont déjà tout faits. Par exemple, moi, je sais que j'ai 40% de ma production dont je me fournis qui vient d'un distributeur qui se trouve à 10 km de chez moi. Je vais intégrer ce scénario-là et je vais pouvoir faire appel à ce scénario-là dans tous mes cas de figure, ou dans 40% de mes cas de figure. Alors, on va prendre un exemple, qui est un exemple qui va peut-être parler, qui est un petit peu plus simple que celui d'une enseigne, parce qu'on ne s'intéresse pas uniquement aux enseignes, mais on s'intéresse aussi à d'autres sujets plus événementiels. L'enrouleur. L'enrouleur, communément appelé roll-up, le plus simple qui soit, 80 par 200 cm. Et on va le décrire. On va décrire ce produit-là. Ce produit-là, il est fabriqué à partir de quoi? On a décortiqué un enrouleur. On s'est dit, voilà, dans cet enrouleur-là, il est composé d'aluminium à hauteur de 528 grammes. Il est composé d'acier à hauteur de 38 grammes. C'est les petits ressorts qu'il y a à l'intérieur. Il est composé de plastique, naturellement. Il est composé de 2 adhésifs double face qui font 80 cm par 2 cm. Il est composé d'une bâche enduite de PVC de 330 grammes. Ça, c'est des hypothèses, bien entendu. Chacun d'entre vous pourra faire la sienne. Il n'y a pas forcément de finition. Il y a une impression qui est sur 2,16 m x 80 cm à 100% d'ancrage. Et puis, cette roll-up-là, il est emballé par une housse textile
qui est en PA, voilà, 6.6. Ne me demandez pas ce que c'est. Mais par contre, j'arrive à trouver la définition dans Ascore. Et on va partir d'une hypothèse que cet enrouleur-là, je vais l'utiliser, on va dire, 5 fois. Je vais aller dans 3 salons différents, je vais l'utiliser 5 fois. Et au bout de 5 fois, j'en aurai plus besoin parce que soit le ressort se sera cassé, soit ce que j'aurai inscrit dessus ne sera plus adapté, j'aurai besoin de le changer. Et l'hypothèse de modélisation qu'on a retenue, c'est que ce roll-up, 95% des roll-up qu'on trouve en France aujourd'hui sont fabriqués en Chine, la base, hein, j'entends, que la toile aussi, elle a été fabriquée par un distributeur, elle a été distribuée par un distributeur qui se trouve à 10 km de chez moi, par un camion qui fait 7,5 tonnes. Et voilà, cette toile, elle a été imprimée dans mon atelier par une imprimante piézoélectrique à jet d'encre, latex. Et une fois qu'elle a été imprimée, qu'elle a été conditionnée, emballée, je l'ai envoyée à mon client qui se trouve à Vannes par messagerie. Ça, c'est le scénario que j'ai intégré dans Ascore. Et qu'est-ce qu'on y voit? On y voit, alors voilà, ça c'est des éléments qu'on peut retrouver dans Ascore sur la bâche grille, par exemple. On voit, elle fait 330 grammes au mètre carré, 800 par 2000. J'ai le choix de dire, par exemple, que ce matériau, je vais pouvoir le recycler ou pas à la fin. Donc on a vraiment un détail qui peut aller assez loin, que j'ai un petit peu d'encre qui a été un peu de rebut d'encre, de l'ordre de 1%. Et puis voilà, donc on peut aller dans ce détail-là. Et enfin, ça me donne là un score à la fin. Et c'est ça le plus important finalement. Donc ça me donne plusieurs scores, pour être très transparent avec vous. Un score que beaucoup d'entre vous connaissent. Quand on parle d'équivalent de CO2, ça c'est globalement ce qu'on appelle l'impact sur le changement climatique. L'impact sur le changement climatique. Alors là, il est de 40,3 pour mon roll-up. 40,3 quand on n'est pas un expert, ça ne dit pas grand-chose. Mais on peut supposer que quand vous aurez utilisé Ascore plusieurs fois ou plusieurs dizaines de fois, ça vous parlera un peu plus. Mais globalement, ce n'est pas ça qui est le plus important. À côté de ce score-là, il y a un score en micropoints. Les scores de micropoints, c'est un score qui agglomère en fait 16 indicateurs différents. Des indicateurs qui vont de l'impact sur la santé humaine, de l'utilisation des terres rares, de la consommation d'énergie, de l'impact sur la consommation d'eau également, ou d'impact sur le foncier agricole. Donc, on peut se rendre compte que selon les supports que l'on va utiliser, ces critères-là vont être plus ou moins prépondérants. En l'occurrence, ce score-là, il intègre ces différents scores. Si on va un peu dans le détail, et c'est ça tout l'intérêt finalement de Ascore, c'est qu'il nous permet de visualiser quel est le principal impact de mon roll-up. Il va de soi, là on l'a vu tout de suite, mais c'est l'impact sur le changement climatique, à savoir la production de gaz à effet de serre, dont le carbone. Ensuite, on voit que sur le petit élément de droite, que c'est l'utilisation de ressources fossiles. Ça, on peut considérer que c'est certainement lié à l'utilisation de l'aluminium, qui est prépondérant dans la fabrication de ce roll-up, qui est très gourmand en consommation énergétique lors de son extraction et de sa transformation, mais aussi du transport, puisqu'il vient de Chine, et du choix d'une toile PVC. Le PVC, je vous le rappelle, c'est fait à partir de pétrole, donc de ressources fossiles. Et puis, il y a de manière descendante 2 autres éléments sur les 16 qu'on a voulu mettre en avant, l'acidification terrestre de l'eau douce et les particules fines. Restons sur passons à la partie de droite. Qu'est-ce qu'on peut voir sur la partie de droite? Que cet outil, ce que nous révèle cet outil, c'est que finalement, mon impression à moi qui suis transformateur, c'est pas ce qui impacte le plus mon roll-up. Ce qui impacte le plus mon roll-up, c'est finalement le choix de la base, du socle, de la structure, qui impacte à 74% l'impact carbone de mon roll-up concrètement. Mais ça met aussi, et là on le voit, en évidence un point important qui nous a sauté aux yeux et qu'on n'imaginait pas jusqu'à maintenant, c'est que finalement la housse de transport, elle a plus d'impact que ma valeur ajoutée à moi, imprimeur numérique, que ce que je produis chez moi.
Et c'est là où ça va nous donner après des petites leçons sur lesquelles on va pouvoir revenir. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit également? Si on veut aller un petit peu plus loin dans le détail, on voit que le matériau choisi par mon bureau d'études pour fabriquer ce roll-up, il est responsable de 90% des impacts de mon produit fini en sortie d'usine. 90%. Le procédé de transformation, quant à lui, est seulement de 7%. Et le transport, que je pensais finalement très prépondérant par rapport à l'origine de mon roll-up, par rapport au fait que je l'envoie à Vannes après, qu'il vient de Chine, et bien finalement, tout ça, ça correspond à 3% de l'impact global de l'impact environnemental de mon produit. Donc deuxième leçon donnée par cette application. Enfin, et c'est là où le dossier il devient vraiment épineux, c'est que finalement, je peux aller même jusque dans le détail des matières et des process que j'utilise. L'aluminium, on l'a vu, il correspond à plus de 64% d'impact sur le changement climatique. Le tissu en nylon, on l'a vu, c'était lié à la housse. Et ma bâche que j'utilise pour imprimer, qui elle est faite en PVC, effectivement, elle a un impact à 11% de mon score. Donc, à partir de là, on va pouvoir se dire, l'enseignement, c'est quoi? C'est que, avant peut-être de changer la matière de ma bâche, je vais peut-être déjà pouvoir essayer de chercher un roll-up qui a une housse qui est un petit peu mieux conçue, éco-conçue, ou une housse, ou peut-être pas de housse du tout d'ailleurs. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si je le laisse dans son carton, est-ce que ce ne serait pas aussi intéressant finalement? Donc ça, c'est un autre enseignement qu'on peut avoir avec Ascore. Enfin, je me rends compte avec cette dernière analyse des impacts par procédé, là on regarde véritablement plus seulement les matières mais les procédés, que j'ai plus intérêt à étudier des structures avec moins d'aluminium naturellement et moins de pièces injectées, en privilégiant peut-être un petit peu plus d'emboîtement, un petit peu moins d'enrouleur automatique. Le ressort a un impact naturellement, hein, c'est de l'acier, que d'essayer de travailler sur un ancrage plus léger ou une technologie d'impression un peu plus vertueuse. On voit un petit peu la dominante d'économie environnementale sur laquelle je vais pouvoir travailler en termes d'analyse des process. Donc, qu'est-ce que révèle Ascore finalement? Ascore, ça met en lumière les enjeux aussi de notre secteur. Donc une fois qu'on a analysé ce roll-up, on peut se dire, bah oui, finalement, je sais qu'aujourd'hui j'ai un outil qui est très encadré, qui utilise des données d'ACV. L'appli met en avant les enjeux du fabricant. Elle permet par exemple de diminuer la masse des matériaux dans le process de fabrication, quand cela est possible naturellement. On ne peut pas remplacer une enseigne en aluminium par une enseigne en papier ou en carton, ça on sait bien. Ça me permet aussi de penser à quelque chose, c'est qu'on peut éviter les plastiques jetables qui ne pourraient pas être utilisés, réutilisés ou qui sont difficilement recyclables. On sait tous que le polypro, c'est recyclable, mais est-ce qu'on le recycle vraiment dans nos usines, dans nos ateliers? Est-ce qu'on a à disposition des circuits de recyclage qui nous permettent d'utiliser du polypropylène, par exemple? Donc ça nous permet de nous interroger aussi cette application-là. Elle permet également de mettre en avant les enjeux du secteur tels que les réels sujets de la filière, tels que les filières de recyclage. On en a parlé à l'instant, mais elle indique par exemple que l'effort de conception, il peut aussi se porter sur le choix des dispositifs d'éclairage, en traçant les moins consommateurs d'énergie. Elle permet de soulever la question des assemblages multimatériaux qui sont difficiles à recycler ou voire impossibles. Donc une enseigne aujourd'hui avec de la LED qui est imbriquée dans de la résine, ce n'est pas réparable, ce n'est pas démontable, c'est juste jetable. Donc ça nous permet de soulever ces enjeux-là également. Et enfin, ça nous permet de mettre en avant forcément les pistes d'éco-conception que l'on peut évaluer dans notre métier.
Donc FESPA a recensé les différentes pistes d'éco-conception au sein d'une bibliothèque complète de guides. Je ne vais pas forcément revenir dessus parce qu'on en a évoqué quelques-uns dans notre présentation de l'outil Ascore. Mais globalement, on parle de quoi? On parle de réduction, on parle de limitation, on parle de réutilisation, on parle de recyclage. C'est de ça dont on parle dans le métier aujourd'hui des métiers de la communication visuelle. Et tout est disponible gratuitement sur le site de FESPA, sous réserve naturellement d'être à jour de sa cotisation. Donc il y a un tuto qui est disponible sur les notions d'ACV. Si vous êtes par exemple un débutant sur les notions d'analyse de cycle de vie, vous pouvez aussi vous former très rapidement sur les notions d'ACV. Il y a un tuto sur le guide de l'éco-conception, donc comment éco-concevoir des produits dans les métiers de la communication visuelle. On a pris en particulier 5 exemples qui sont traités dans la signalétique événementielle, 5 exemples qui sont traités dans la signalétique durable, de l'enseigne, du totem, du directoire. Dans les métiers de la signalétique événementielle, c'est du roll-up, c'est de la bâche événementielle, c'est du panneau de chantier. Et donc ces analyses, ces ACV sont déjà disponibles gratuitement dans l'appli Ascore. Et il y a enfin un accès à un tuto vidéo qui nous permet de nous former sur l'utilisation de l'outil Ascore. Ça dure 35 minutes à peine et il est très bien fait et ça vous permet déjà de commencer à manipuler l'outil sans être un expert. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour. Je ne sais pas si, Julia, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, au contraire, c'était très complet. Encore une fois, l'objectif, on a donc chez FESPA une commission environnement qui est divisée en 2 groupes de travail. Donc il y a la partie recyclage et la partie de Hugues, éco-conception, pardon. Et l'idée, encore une fois, c'est bien de travailler sur le recyclage de nos déchets, mais moins on va en mettre sur le marché et moins on aura de travail. Donc il y a une commission qui va du coup travailler plus que l'autre et après qui va s'inverser. Mais l'objectif, c'est, voilà, il y a de la pédagogie derrière, c'est d'aller tous dans le même sens parce que quand il faut aller défendre nos métiers auprès des pouvoirs publics, si on ne va pas tous dans le même sens, honnêtement, on n'y va pas. Donc s'il vous plaît, allons-y tous ensemble et normalement ça va bien se passer. Merci Hugues. Est-ce que vous avez des questions? Merci Julia. On dit toujours que c'est la première, hein, la plus difficile à poser. Oui, je vous en prie. Merci pour cette présentation. J'avais une interrogation concernant la filière justement de recyclage ou de récupération, ce qui me semble le plus difficile à mettre en place. Même si on a très bien éco-conçu un produit, c'est lui accorder une seconde vie. Et ce qui manque très souvent, c'est une filière de logistique de recyclage et voilà, tout simplement comment récupérer, parce qu'on sait très bien que dans les magasins par exemple ça part tellement vite à la benne, il y a une benne carton et une benne pour le reste grosso modo, mais comment on pourrait installer une telle filière? Alors là, effectivement, l'outil ne permet pas d'y répondre à cette question-là, on est d'accord là-dessus. Néanmoins, c'est un sujet qui est forcément un sujet qui correspond à la suite de cet outil-là. C'est-à-dire, comme le disait Julia, nous, chez FESPA, on s'est emparé du sujet de l'éco-conception en disant, bon, on va déjà essayer de contrôler ce qui se passe dans nos usines, c'est ce qui est le plus facile. Contrôler ce qui se passe en dehors des usines, chez nos clients, effectivement, quand on distribue 50 enseignes dans 50 lieux différents, contrôler la fin de vie de l'enseigne, c'est extrêmement compliqué, sauf à ce que ce soit obligé, c'est-à-dire à ce qu'il y ait une obligation. Alors elle existe aujourd'hui dans certains métiers et sur certains produits comme les D3E, donc les déchets électroniques et électriques. Elle n'existe pas sur les autres supports de nos métiers, c'est vrai. Je pense que c'est des sujets qui vont forcément venir à l'ordre du jour de nos députés dans un certain temps. Il y a déjà 5 flux qui sont identifiés, pour certains qui sont obligatoires dans les métiers du recyclage. Moi, franchement, j'espère qu'à un moment donné, on sera obligé de le faire. Parce qu'il y a trop de déchets qui se retrouvent dans les poubelles municipales et qu'effectivement, on n'est pas traité de la même façon selon qu'on se situe à Nanterre ou selon que l'on se situe à Guéret dans la Creuse, quoi. Donc, et encore, peut-être qu'à Guéret, il y a des choses très bien qui se font. C'est ce que je veux dire. Et en complément, en fait,
Encore une fois, chez FESPA, on travaille donc sur la partie recyclage et justement, vous avez une enquête à disposition, donc vous avez le petit flyer dans les mains. Et l'objectif, en fait, c'est d'obtenir le volume de la profession pour pouvoir aller voir justement les grands acteurs du recyclage et de voir comment on peut effectuer un maillage sur le national qui soit juste pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas accès forcément à des solutions de récupération de déchets. Et l'objectif, c'est vraiment que tous nos déchets repartent en filière. Donc que ça soit la même chose pour tout le monde. Donc je vous invite à flasher le petit QR code, à répondre à cette enquête. Vraiment, ça va nous aider et c'est surtout que ça va aider toute une filière. Enfin, pour conclure sur le sujet du recyclage, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le recyclage. Il faut saluer aussi les efforts de nos partenaires, nos fabricants, nos fournisseurs qui mettent en place de manière, on va dire, individuelle des process de recyclage. Parce qu'effectivement, pouvoir distribuer, par exemple, on va prendre l'exemple de l'adhésif. L'adhésif, aujourd'hui, c'est un support quand on utilise dans nos ateliers. Globalement, on produit autant de déchets qu'on produit, qu'on imprime ou qu'on découpe. Tout simplement parce qu'il y a un liner derrière et que de toute façon, le liner, on va le jeter. Donc on produit à minima 100 à 150% de déchets en mètres carrés par rapport au mètre carré acheté. Donc ces supports-là, c'est indispensable de les recycler. Il y a des efforts qui sont entrepris par des fabricants. Il faut poursuivre ces efforts-là. Mais je pense que c'est plutôt à la hauteur... c'est aussi un sujet d'une organisation telle que la nôtre de s'emparer de ces sujets-là et d'essayer de faire en sorte que ces entreprises individuelles soient communes à tous les fabricants, qu'ils soient d'adhésifs, de matériaux composites, de plastique. D'autres questions ? Bonjour. Bonjour. Je me demandais juste, est-ce que c'est le même outil que ShopScore qui a été développé aussi par EVA pour les métiers de la PLV? C'est le même outil. C'est le même outil, mais adapté au métier de la communication visuelle. Mais la base, elle est la même. La méthodologie est la même. Le logiciel, il est le même. Sauf qu'on a travaillé sur des matériaux qui sont spécifiques au métier de la communication visuelle. On a travaillé sur des process qui sont spécifiques aux outils machines qu'on a dans nos usines, dans nos ateliers. Et j'en profite pour dire que c'est un outil qui est évolutif aussi parce que l'objectif, c'est qu'on ne trouvait pas tout ce qu'on voulait aussi dans les bases de données actuelles de ShopScore. Il nous fallait un outil qui retranscrive concrètement et facilement. Quand on a un imprimeur qui se dit moi je vais faire mon enseigne, ou un enseigniste qui dit je vais faire mon enseigne avec du PVC de 5 mm sur une plaque de 3 mètres par 1,50 m, mais il ne connaît pas la masse volumique du PVC, il va abandonner l'outil. Donc ce qu'on a voulu, c'est aussi simplifier l'utilisation de l'outil. Et ça, effectivement, il faut rendre à César ce qui lui appartient, et du moins à EVA, ils ont fait le boulot comme il fallait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une question, Jean-Baptiste. Oui, je vais poser une question, mais aussi un complément. En fait, ça permet pour des entreprises qui calculent leur bilan carbone, de comparer l'impact des enseignes ou de tout ce qui est fait par les adhérents de FESPA avec d'autres impacts. Par exemple, je rénove mon magasin, j'ai du placo à poser, des faux plafonds, de luminaires, donc je peux comparer avec une enseigne lumineuse. On est sur un langage commun. L'analyse du cycle de vie, c'est un langage qui est commun entre tous les secteurs. On peut comparer avec, en l'occurrence, les 40 kilos là, de CO2 pour un roll-up. On a tous ça en tête. Quand on prend un véhicule thermique, on rejette 100 grammes de CO2 au kilomètre, donc c'est l'équivalent de 400 km en voiture. Donc voilà, est-ce que je prends un roll-up ou est-ce que je fais 400 km pour aller l'installer sur un salon? C'est des impacts équivalents. Voilà. Alors, l'intérêt, on l'a dit par rapport à la CSRD également. Moi, je vais vous donner l'exemple d'un de mes clients qui m'a demandé il y a 3 mois de lui calculer l'impact carbone de son événement au niveau de la signalétique. Donc c'était un centre de congrès. Donc on a été capable, par rapport à tout ce qu'on a fabriqué, imprimé, alors pas posé, parce que la limite de l'outil, c'est qu'on n'intègre pas l'outil humain, entre guillemets,
à savoir les poseurs qui vont aller poser l'enseigne ou la signalétique dans un centre de congrès. Mais ça nous a permis quand même de lui apporter cette précision et, phénomène non négligeable, cette précision a contribué à ce client-là à obtenir une norme ISO 20121, qui est une norme liée au métier de l'événementiel. Donc ça a vraiment été un service apporté à ce client-là qui a été vraiment important. L'autre exemple que je peux produire, c'est que finalement, une fois qu'on a cet outil-là, faire de l'éco-conception, ça devient hyper facile. Je vais vous donner l'exemple du roll-up. On s'est creusé la tête chez nous, là, dans mon atelier, en se disant, mais 40 kg, pour un truc qui finalement pèse moins d'1 kilo, ça fait beaucoup, quoi, 40 kg de CO2. On s'est dit, comment est-ce qu'on va pouvoir le réduire? Et finalement, avec le truchement du choix de matériaux, le truchement du choix de l'impression, du taux d'ancrage, on a réussi à trouver, à produire un roll-up. Alors, effectivement, il ne s'enroule pas tout seul dans la base. Il n'est pas hyper durable, mais de moins d'1 kilo. On a divisé par 40 l'impact sur le changement climatique de notre roll-up. Donc, c'est pour vous dire qu'à quel point, après, ça devient assez facile. Alors, ça, je pense que c'est un support extrême. Mais réduire de 25 à 30% l'impact carbone de ce qu'on produit chez nous, ça devient en fait assez facile derrière. Merci Jean-Baptiste. Tu veux rajouter quelque chose? Maintenant, j'ai une question. Alors, quelle est la suite? Quel est l'outil rêvé qui va compléter celui-ci, donc toujours à score, mais avec d'autres fonctions? Moi, je l'ai tout de suite, l'outil. L'outil, c'est simplement une proposition commerciale, donc quelque part un CRM, qui me permette de faire un devis avec d'un côté la désignation de mon produit, à droite le prix de mon produit et encore à droite l'impact carbone de mon produit. Ainsi, on offre à nos clients la possibilité de choisir non seulement en fonction du prix et de la technique, mais aussi en fonction de l'impact carbone. Pour nous, c'est ça le développement. Et on a déjà des adhérents qui nous posent la question, est-ce que c'est possible? C'est possible. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on conclut là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle après-midi.